Rien ne commence jamais par des mots, mais par des images. Ce sont les tout premiers mots écrits en introduction, toujours provisoire, de ma thèse de recherche-création en cours. Et ce sont ceux-là même que je prononce devant vous pour commencer cette courte communication. La première image que je convoquerai ici, au regard de la question de l'écologie visuelle, pourra nous sembler d'abord anachronique. Elle dit pourtant quelque chose du monde qui est et qui semble advenir au regard de la destruction du vivant et de l'événement anthropocène. Elle me permettra de tisser ou de nouer entre eux quelques éléments de pensée entre une possible écologie visuelle et une économie du geste. Cette première image est une petite peinture à l'huile de William Turner, Aube après un naufrage. Elle a été réalisée environ 3 décennies avant que le terme d'écologie ait été forgé par le biologiste Ernst Haeckel. C'est une œuvre contemporaine d'une invention évidemment décisive à l'aune de la modernité et la photographie. La scène peinte par Turner peut être résumée ainsi. Au matin du naufrage, alors qu'il n'existe plus aucune trace visible du navire échoué, un chien orphelin, possible passager de l'embarcation, apparaît comme l'unique être vivant, survivant de la catastrophe déjà passée. Ici, le lieu du désastre n'appartient déjà plus au règne de l'humain et à ses objets engloutis par les flots. Le paysage de l'après est rendu aux seules présences immémoriales, traduites par le geste, forte de ses touches expressives et de ses infimes variations colorées. La terre et le ciel soumis à la vibration de la lumière, le mouvement des nuages et le cycle des marées affectant le rivage. Dans l'œuvre de Turner, les couleurs ravivent le jour qui advient, tout autant qu'elles semblent en éteindre déjà les futurs rayonnements. Aube après un naufrage est bien sûr une invitation méditée à une forme d'élégie, soit à l'endroit de l'événement, comme un temps toujours, invariablement et infiniment déplacé de toutes les formes possibles de remémoration qui pourraient être les nôtres. L'avarie, les actions désespérées des marins, le fracas immédiat du naufrage, la chute ou la disparition du navire et de ses occupants. Seul le chien abandonné, placé à dessein bien en dessous du centre de l'image, peut de ses dernières forces exprimer la souffrance vécue. Ces aboiements, probablement vains, ne rencontreront aucun écho. Virgule tendue vers le ciel, cette figure concentre le regard et la possible identification du spectateur. Qu'importe les catastrophes humaines, dont l'animal apparaîtra ici comme le dernier témoin bientôt épuisé, le monde poursuivra sa course, traverser des cycles, éternel recommencement. Comme l'explique l'historien d'art Pierre Watt au sujet de l'œuvre, le paysage est ce qui vient après l'histoire, quand celle-ci a disparu sur le mode de la catastrophe. C'est un cénotaphe devant lequel un chien sans maître vient pleurer une disparition. Seul reste donc l'animal, virgule, sous le cœur vide de la scène peinte, son aboiement dont l'écho ne pourra rencontrer nulle présence humaine. Animal rendu à l'état sauvage, faisant potentiellement suite à la sauvagerie de la guerre ou à l'avarie involontaire provoquée par la rencontre entre une construction humaine et des éléments physiques. Une rencontre jamais symétrique et toujours porteuse de défaillances, voire d'accidents, nous laissant méditer une nouvelle fois sur ces quelques formules bien ultérieures de Paul Virilio, rendu célèbre. Inventer le navire à voile ou à vapeur, c'est inventer le naufrage, je le cite. Inventer le train, c'est inventer l'accident ferroviaire, du déraillement, etc. Pourquoi en revenir à l'aune de la question brûlante que pose toute création d'image à l'âge anthropocène, à un paysage peint au début du 19e siècle? Il y a sans doute là pour les spectateurs que nous sommes comme l'avènement d'une pensée moderne, celle de la hantise, de l'accident porté par le développement irrésolu, exponentiel, des techniques modernes accompagnées de leurs images. Souvenons-nous que l'une des œuvres les plus célèbres de Turner fut Pluie, vapeur, vitesse et sa locomotive en mouvement traversant le paysage. Portée par notre regard postmoderne, Aube après un naufrage résonne avec une série d'images catastrophes contemporaines, celle des plages dévastées par le tsunami de 2006 en Asie du Sud-Est, celle des rivages japonais contaminés de l'après-Fukushima, celle même de migrants atteignant les côtes grecques ou italiennes et disparaissant corps et âme sous le poids de leurs embarcations. La Méditerranée, cet autre cénotaphe sans contour ni matière, puisque presque aucune image tangible, animée par la clarté, ne parvient jusqu'à nous pour en témoigner des drames profonds, hormis les récits oraux et les captations vidéo incertaines, souvent nocturnes, des survivants. Il faudra d'ailleurs le plein jour et la photographie d'un enfant syrien mort échoué, gisant sur le rivage turc de Bodrum, puis porté par un policier en uniforme, alors que sa famille tentait de rallier l'île grecque de Kos, pour éveiller quelque peu les consciences occidentales
de ce qui se joue pour les migrants tentant de traverser mers et océans pour échapper à leurs conditions terrestres, à la guerre ou à l'oppression. Aube après un naufrage est cette image du temps de l'après, là où même la ruine n'est plus. Il y a peut-être là une anticipation radicale et fondatrice d'une forme d'écologie visuelle, à minima, une possible métaphore de cette pensée, définissant l'idée selon laquelle les images elles-mêmes évoluent, vivent et meurent dans des milieux, pour ne laisser dans leur sillage que le souvenir forcément lacunaire de leurs signes les plus saillants, entités visuelles s'interconnectant avec une infinité d'autres de nature hétérogène. Mais aussi, j'insisterai là-dessus, de leurs échos et de leur survivance dans d'autres images qui viendront avec, mais surtout après elles, réactiver leur puissance imaginale. Ainsi, je peux aujourd'hui penser Aube après un naufrage, en tirant des fils jusqu'à notre présent, ou bien en puisant dans l'une ou l'autre de ces généalogies, dans le souvenir des déluges ancrés dans l'histoire de la peinture occidentale, ou dans celui de nombreuses scènes de genre, comme si par le presque silence et l'absence et l'intensification du champ pictural, l'œuvre produisait un double mouvement figural en ouvrant un espace éminemment projectif à son spectateur, tout en condensant la mémoire et le souvenir de nombreux autres tableaux, et en particulier ceux peints par Turner lui-même. Je peux aussi penser l'œuvre en la rapprochant d'une forme d'horizon photographique, celui des Seascapes de Sugimoto, ou sur le registre de l'écrit-image à l'aune de l'intime, de cette autre représentation ruine signée Denis Roche sur les lieux mêmes d'un vrai cénotaphe, celui du temple d'Abydos, et de son chien errant, photographié en Égypte en 1981, en écho à une certaine ontologie d'images, une possible métaphore. Le dieu chien Anubis était, rappelons-le, pour les Égyptiens, l'inventeur de la momification et le protecteur des déserts et des nécropoles, en écho, peut-être, à l'activité et au statut même du photographe. Je peux lire cette image pour ce qu'elle augure d'une pensée du paysage qui fait rejoindre ses germinations actives et le souvenir de son peuplement. Je peux la rapprocher de l'intuition de Deleuze au sujet du processus créatif, à l'exemple de ce qu'il nomma travail pré-pictural, de cette révolution qu'amorcerait justement pour le philosophe l'art de Turner vers 1830, pour être ensuite à l'œuvre chez Cézanne, Van Gogh ou Bacon, à l'aune de la modernité, un nouveau geste et un nouveau type d'interrogation de nature existentielle sur le processus artistique liant geste, intuition sensible et intensification imaginale, rythme, figure, puissance d'apparition, le chaos germe, la pensée de la catastrophe, la question du diagramme. Ce sont ces concepts et cette pensée de l'image qui guideront Deleuze du début des années 80 jusqu'à son texte sur Francis Bacon. Au regard en particulier d'une possible écologie visuelle et ses écritures contemporaines, nous ajouterons à l'invitation de l'intuition de Deleuze que pour l'artiste aujourd'hui, ce commencement du monde créé ou à créer semble plus que jamais contenir dès ses premiers surgissements l'expression de sa propre fin, de son devenir cénotaphe, de son incomplétude, voire de son échec à vouloir représenter le monde dans l'infinité de ses strates physiques et de ses milliards de subjectivités. Ruine dans la ruine elle-même, au point d'en faire disparaître tous les objets matériels, Aube après un naufrage pourrait anticiper et tout autant faire suite aux images d'incendies et d'architecture effondrée à Fukushima, Los Angeles ou ailleurs, peuplant aujourd'hui les écrans de smartphones. Comme l'explique la chercheuse et critique Diane Scott, c'est ce vacillement de l'assise du présent qu'offre la ruine contemporaine. Elle ouvre une zone temporelle incertaine, une période qui a pour seule détermination de se savoir après. Et sans doute, pour nous rapprocher de la thématique de notre colloque aujourd'hui, il nous faut sans doute dire que l'écologie visuelle est fortement déterminée par la certitude de nous savoir après, ce qui nous désoriente et que notre regard cherche consciencieusement à fuir ou à refouler pour nous adonner à la contemplation effrénée d'autres images plus positives, à susciter en nous d'autres vertiges dans, par exemple, notre recherche matérielle du bonheur. À l'autre extrémité de ce possible spectre, une certaine écologie visuelle ne souhaite pas faire l'économie de lire et de relier entre elles les images des désastres contemporains provoqués par les actions humaines, et en particulier de mettre en regard entre elles des innombrables images des déserts qui peuplent notre monde, couloirs et labyrinthes urbains, maisons-usines abandonnées après l'effondrement ou le déclassement économique à Détroit ou ailleurs, zones contaminées,
Paysages vidés de leurs habitants, à l'intérieur desquels la nature reprend ses droits, hantise de la dévastation, règne de la dévastation multiple, protéiforme, produisant un principe d'équivalence, quelle que soit la nature de l'événement catastrophe, comme le nomma Jean-Luc Nancy dans son ouvrage écrit dans l'immédiat après Fukushima, L'équivalence des catastrophes. Entre autres enjeux, la pensée de Jean-Luc Nancy invite notamment à une réflexion sur la complexité des chaînes d'association et des mises en regard qui nous lient aux images à l'adresse de leurs différentes couches de réalité. Un certain nombre d'œuvres contemporaines rejouent justement par des opérations combinées de montage et de simulation d'objets ruines dans un paysage qui appartiendrait au post-humain. C'est l'artiste théoricien Victor Burgin qui, dans ses différentes installations vidéo récentes, explore des paysages post-catastrophes virtualisés en exploitant ce qui est rattaché originellement à des effets d'appareil, travelling et mouvements de survol latéralisés, avec une régularité si métronomique qu'elle contient comme un trouble une forme de détachement matériel, donc symbolique, de l'œil machine dans ses différentes manières de frayer le paysage. Un œil machinique à la fois producteur, enregistreur et diffuseur de l'image produite. Fruit d'une chaîne d'actions et de décisions humaines dont elle serait in fine, dans le temps de l'après, d'une manière ou d'une autre, autonomisée sous la puissance de calcul et de son devenir programmant. Que l'artiste théoricien crée avec son studio les modélisations d'une île méditerranéenne éclairée de ses présences ruines, voitures envahies par la rouille, routes désertes, colonnes antiques, de son quartier d'enfance à Sheffield, ou qu'il réactive le souvenir de la station spatiale Cénotaphe de Tarkovsky et de Solaris, il nous renvoie à un possible horizon, celui du non-humain ou du post-humain. Dans cette dernière œuvre, Adaptation, Burgin fait miroiter en nous les images souvenirs du film de Tarkovsky et ses fantômes aux confins de l'univers. Le travelling avant ne fait que rendre compte d'une traversée d'un espace vide, virtualisé, lui-même ouvert sur l'infini cosmique où l'humain n'est plus. Par la simulation numérique, l'artiste rapproche et met en tension des temps, des figures et des récits hétérogènes passés, en suivant la règle psychanalytique de la libre association, mais selon une certaine grille de lecture, qui peut être la nôtre. Il anticipe aussi ce que les interfaces pourraient produire comme image de l'humain et de ses points de vue physiques à l'aune de sa disparition. L'hyperréalisme de l'image, son artificialisation et son artificialisation se superposent pour troubler la certitude de sa nature. Duplication du réel de nature fantomale, où les paysages physiques du monde seraient peuplés d'objets relevant à la fois de gestes antédiluviens et de projections d'ordre mental, banques de souvenirs, objets et architecture laissés à l'abandon, parfois effondrés. Cet horizon d'inquiétude, que l'on retrouvera aussi, par exemple, figuré dans Kamata, œuvre vidéo récente de Pierre Huyghe, dans laquelle un robot-machine effectue une série de gestes potentiellement rituels dans le désert chilien de l'Atacama, à proximité d'un squelette humain, dont la mise en présence évoque un site de fouilles archéologiques. Les capteurs présents dans le lieu d'exposition, reliés à un protocole algorithmique, permettent à l'œuvre de s'autogénérer en temps réel. Esthétique du retrait, de la boucle et d'effacement, qui dit la disparition ou la duplication machinique du geste humain au profit de l'image et de ses spectres, d'un présent rejoué ad libitum, d'un montage sans conscience du temps qui ne ferait que s'auto-engendrer pour des siècles ou des millénaires. Chaque image participant à la numérisation du monde, et singulièrement à celle de nos vies, ne contient-elle pas son propre horizon cénotaphe, raccourci, ramené à l'immédiateté de sa présence? Quelques secondes après avoir été perçue, l'image, déjà oubliée, si loin, si éloignée des temps d'activation matérielle et de révélation sensible, que portait en particulier antérieurement la photographie argentique. Celle-ci était en effet rattachée à une imprégnation des êtres et des choses dans le temps et une possible exploration par l'artiste des objets, livres, cartes postales, albums de famille, etc. Et je pense ici à cette expression de l'écrivain Denis Roche, libérant mémoire, fantasme et imaginaire, celle du boîtier de mélancolie, qui est aussi en soi dans le temps noué, nouant entre l'avant et l'après prise de vue, cet autre objet cénotaphe, l'appareil photographique, comme peut l'être aussi la caméra de cinéma, soit des objets physiques contenant en puissance des corps de lumière encore irrévélés, qui enregistrent, selon
leur modalité propre, le passage du temps et signe sa disparition. Dès lors, par quelle expérience l'art peut-il nous permettre de nous réapproprier le monde? Il n'existe ici aucun protocole obligé ou formule magique, mais une infinité de regards et de subjectivités possibles. En définissant l'éco-poétique dans son ouvrage Vallée Noire pour faire une écologie du récit, l'écrivain théoricien Jean-Christophe Cavalin explique que ce dont nous avons besoin, ce sont des histoires de contexte qui sacrifient la vraisemblance à la participation. On pourrait alors ici penser à ces deux pôles artistiques qui ne sont pas nécessairement opposés mais contradictoires, et qui pourraient aussi se voir combinés à l'intérieur d'un même geste. D'un côté, un art militant, localisé, conscient et respectueux des matériaux comme des équilibres du vivant, et de l'autre, des pratiques qui habiteraient davantage des fonctions d'alerte, par la praxis donc, et par l'intensité de ces images, pour déconstruire les discours et récits dominants et sensibiliser les publics aux causes multiples comme aux effets interconnectés de la catastrophe en cours. Je finis en quelques secondes. Il est aussi une troisième voie relevant davantage d'une forme de revendication paradoxale à l'endroit du réel, celle de la fragilité d'un geste subjectif, dans la situation pour l'artiste de l'atelier, même incertain, même nomade, un atelier ouvert au retrait sur soi et en soi, loin de l'effervescence apparente du monde, à l'aune de l'intime, soit d'habiter et de mieux habiter d'abord les zones libres et les interstices pour pouvoir bousculer par contamination ou expansion successive les équilibres et les consciences. Je vous remercie.